Sur cette image, nous voyons que l'hôpital Erasme, qui est le plus grand hôpital, le plus grand CHU de l'Université libre de Bruxelles, a fait depuis sa création 200 transplantations hépatiques jusqu'à ce jour. Donc, l'Université libre de Bruxelles compte à son actif en tout et pour tout 200 transplantations hépatiques, et chez l'enfant et chez l'adulte, réunis, toutes les formes de transplantation. Et c'est à la date d'aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, nous voyons aussi que quand on tape transplantation hépatique Erasme, on ne trouve aucun article chirurgical. Et tous les articles de chirurgie de l'hôpital Erasme, qui est donc le plus grand CHU de l'ULB, ne totalisent jamais les 70 vues, les 70 citations que j'ai sur mon article sur la transplantation hépatique, petit 2. Petit 3, mon article qui date de 2003, il fallait attendre une certaine, quand on est champion, il faut mettre son titre en jeu pour voir si quelqu'un a battu le record. C'est comme ça qu'on fait dans les sports. Donc, en 2003, je ne pouvais pas parler de rien du tout. Il fallait attendre à peu près 10 ans avant de parler de l'article. Voilà. Donc, quand on prend les articles de l'hôpital Erasme, par exemple, aucun article n'est cité 70 fois comme ça par d'autres chirurgiens, des autres de cette spécialité-là. Donc, en 2003, quand j'ai publié cet article, l'hôpital Erasme devait être au maximum à 100 transplantations hépatiques. Et donc, ça veut dire qu'ils savaient que mon article faisait le double de ce que eux, ils avaient fait à cette date-là, petit 1, et que petit 2, ils savaient aussi à cette date-là qu'aucun des chirurgiens de ce grand hôpital n'est capable de faire ce que j'ai fait. Donc nous arrivons à nouveau à la même conclusion qu'il s'agit donc d'un rejet définitif et conscient par un hôpital universitaire d'un champion du monde. Parce que quand on est champion olympique, on devient toujours champion du monde. En boxe, Mohamed Ali, il était champion olympique et il est devenu champion du monde. Lennox Lewis, il était champion olympique en 98 et il est devenu champion du monde, un très grand champion du monde. Donc, quand je suis arrivé à Marseille, mon ami David Taeb m'a dit on veut te tuer. Je dis non. Il me dit, je dis pourquoi? Il me dit ouais, parce que tu as réussi l'examen en 96, tu étais le premier sur 100 chirurgiens. Bon, ça veut dire que tu es champion olympique. En 96, il y avait un examen le 6 juin 96. Je passe l'examen avec mon ami David Lipski, qui peut témoigner. Il y a 50% de gens qui ont raté l'examen. Donc sur les 100 chirurgiens de ma promotion en Belgique, j'étais le premier. Ça fait donc en 96, alors que j'étais encore étudiant, j'étais donc champion olympique en 96, en deuxième année de spécialisation, sur 2 années, sur 6 années. Et quand tu es champion olympique, tu deviens toujours champion du monde. Alors que l'homme de la rue ne le sache pas, l'université ne pouvait pas l'ignorer. Voilà. Quand ils m'ont chassé de l'université, mon ami belge, Denis, m'a dit « Oh, c'est un complot. » Moi, je n'ai pas cru. Bon, lui n'est pas médecin, mais il a lu les articles dans la presse, dans plusieurs journaux qui avaient écrit, il a dit c'est un complot. Il m'a dit ça 3 fois, il venait chez moi tous les 15 jours, il reprenait les articles, il me disait complot. Mais comme il n'est pas médecin, il ne pouvait pas faire une dissection comme ça, comme David Taeb l'a fait quelques années plus tard, l'année d'après, pour ainsi dire. Je dis mais juste pour ça on veut me tuer? Il me dit ah, le professeur Lamillotte t'a félicité aussi. Donc, quand un professeur de 65 ans, un professeur de la Miliotte m'a félicité, il est parti à la retraite le mois d'après. Et les chirurgiens ont une précision terrible. Un chirurgien qui voit une fracture, tout de suite il dit qu'il n'a jamais vu. Et tout de suite il sait comment il va mettre ses vis, parce que c'est différent. Il y a une précision comme ça dans la pensée, dans la vision, dans la tête d'un chirurgien. Quand un chirurgien dit j'ai jamais vu quelque chose, ça veut dire qu'il n'a jamais vu. Ça veut dire que j'étais double champion olympique, pour ainsi dire. Et c'est quand il m'a dit, David Taeb, qu'on veut te tuer pour ces 2 raisons-là, au minimum. Et bon, il m'a expliqué longuement. Voilà, et puis il m'a convaincu. Mais quand il m'a dit ces 2 raisons, j'étais convaincu de toutes les façons. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc, il s'agit donc, on essaie d'arriver à la conclusion donc,
si une université n'est pas fondée sur des bases purement scientifiques et qu'elle a pour vocation finalement d'assassiner chaque champion olympique qu'elle rencontre, c'est que ce n'est donc pas une université et qu'elle n'a pas vocation à porter ce titre outre mesure. Donc, Michel Gellar, qui est le président actuel de la licence spéciale de chirurgie, est incapable d'écrire un article seul. Toute la moitié de mes publications scientifiques, je les ai écrites seul. Parfois, je mets un copain dedans, mais la moitié de mes travaux scientifiques, je les ai faits seul. Et la transplantation hépatique, il n'y a personne au monde qui peut faire même 10 patients tout seul. Parce que comme c'est nouveau, tu es obligé de récolter à peu près tout. Jusqu'à une mycose d'orteil, tu es obligé de racler 300 données par patient. Tu vas faire un tableau comme ça qui fait 300 données. Tu as une mycose de l'orteil, tu mets pour voir si c'est significatif. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour ça. Et quand tu as 300 données que tu as récoltées par patient, fois 10 patients, tu ne sais pas étudier ça tout seul. Voilà, c'est pour ça qu'aucun chirurgien au monde n'a pu faire même 10 patients tout seul. Même 3 patients, tu ne peux pas. Parce qu'il faut sortir l'intelligence. Il faut dire qu'il faut conclure. Voilà. Il faut conclure, même une courte conclusion en 3 points. Mais tu ne peux pas. Quand chaque patient il y a 300 données, tu ne peux pas. Même 100 données, tu ne peux pas. Voilà. C'est ça la subtilité ici. Et quand tu écris un article seul, c'est comme si tu étais le rédacteur en chef. Comme à la télévision, on appelle ça un éditorialiste. C'est-à-dire quand tu viens, tu donnes comme ça une vue générale, parce que tu es un vieux journaliste. Voilà. Tu es pas seulement vieux, mais tu peux raconter des histoires comme ça, tu peux faire le tour du sujet. Voilà. Bon, quand on tape transplantation hépatique Bordeaux, on a les mêmes données que ici. Donc c'est pour cette raison-là très précise que ma tête est mise à prix par cette fausse université, donc, puisqu'elle n'est pas fondée sur des bases purement scientifiques. Elle est fondée sur des bases qui sont fausses. Voilà. Donc quand mon article est sorti en 2003, ils savaient que j'étais devenu le champion du monde qu'ils avaient essayé de faire disparaître. Et après, quand tu es champion du monde, tu dois attendre un certain temps pour accéder au titre de savant. Cette vidéo présente de manière très précise l'archange Uriel, qu'on trouve dans le deuxième livre d'Esdras, qui est en anglais et qui se trouve dans King James Version, année 1611. On trouve dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, l'archange Uriel au verset 36, qui est présenté au chapitre 2 comme le Fils de Dieu, et qui est présenté au chapitre 1 comme l'ange de l'Éternel. Dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, on dit au verset 1 l'ange, et puis au verset 36, on dit l'archange Uriel. Donc un ange, c'est un archange aussi. L'archange Uriel n'est pas connu chez les catholiques, parce que dans la litanie des saints, par exemple, ils disent Gabriel, Raphaël, priez pour nous. Michel, Michael, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Donc on pourrait ajouter Uriel ici, puisqu'il y a 7 archanges. Donc Uriel, c'est pas un ange de la Kabbale comme les Ashkénazes l'enseignent, c'est un archange ordinaire et régulier de la Bible qu'on trouve dans le deuxième livre d'Esdras que nous présentons ici, qui est le même.